1984, écrit par George Orwell en 1948, lu par Équilivre, livre audio. Troisième partie. Chapitre 1. Winston ignorait où il se trouvait, probablement au ministère de l'Amour, mais il n'y avait aucun moyen de s'en assurer. Il était dans une cellule au plafond élevé, sans fenêtre, aux murs blancs de porcelaine brillante. Des lampes dissimulées l'emplissaient d'une froide lumière, et Winston entendait un bourdonnement lent et continu qui, pensa-t-il, avait probablement un rapport avec la fourniture de l'air. Un banc qui était une sorte d'étagère juste assez large pour s'asseoir faisait le tour de la pièce, coupé seulement par la porte et au fond de la pièce par un seau hygiénique qui n'avait pas de siège en bois. Il y avait 4 télécrans, un dans chaque mur. Winston sentait au ventre une douleur sourde. Elle ne l'avait pas quitté depuis qu'on l'avait jeté dans un fourgon, fermé et emporté. Mais il y avait la faim aussi, une sorte de faim malsaine qui le rongeait. Il pouvait y avoir 24 heures qu'il n'avait mangé, peut-être 36. Il ne savait toujours pas, et probablement ne saurait-il jamais, si c'était le matin ou le soir qu'on l'avait arrêté. Depuis son arrestation, il n'avait rien eu à manger. Il était assis, les mains croisées sur les genoux, aussi immobile qu'il le pouvait, sur le banc étroit. Il avait déjà appris à rester assis sans bouger. Quand il faisait un mouvement inattendu, on criait sur lui du télécran. Mais son désir de nourriture augmentait et le dominait. Ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était un morceau de pain. Il avait dans l'idée qu'il y avait quelques miettes de pain dans la poche de sa combinaison. Il était même possible, il le pensait parce que de temps en temps quelque chose semblait lui chatouiller la jambe, qu'il y eût là un morceau de croûte qu'il pourrait saisir. À la fin, la tentation de s'en assurer l'emporta sur sa crainte. Il glissa une main dans sa poche. « Smith !» glapit une voix au télécran. « 6079 Smith W. Dans les cellules, les mains doivent rester hors des poches. » Il s'immobilisa de nouveau, les mains croisées sur les genoux. Avant d'être amené là, il avait été conduit à un autre endroit, qui devait être une prison ordinaire ou un cachot temporaire employé par les patrouilles. Il ne savait combien de temps il y était resté. Quelques heures de toute façon. Sans pendule et sans lumière solaire, il est difficile d'évaluer le temps. C'était un endroit bruyant, qui sentait mauvais. Il avait été placé dans une cellule analogue à celle où il se trouvait actuellement, mais qui était ignoblement sale et toujours remplie de 10 ou 15 personnes. C'étaient en majorité des criminels ordinaires, mais parmi eux, il y avait quelques prisonniers politiques. Il était resté assis, silencieux, adossé au mur, bousculé par des corps sales, trop préoccupé par sa peur et son mal au ventre pour s'intéresser beaucoup à ce qui l'entourait. Il avait cependant noté l'étonnante différence entre le maintien des prisonniers du parti et celui des autres. Les prisonniers du parti étaient toujours silencieux et terrifiés, mais les criminels ordinaires ne semblaient avoir peur de personne. Ils vociféraient des insultes à l'adresse des gardes, luttaient férocement quand leur effet était saisi, écrivaient des mots obscènes sur le parquet, mangeaient de la nourriture passée en fraude qu'ils tiraient de mystérieuses cachettes dans leurs vêtements, criaient même contre le télécran quand il essayait de restaurer l'ordre. Quelques-uns semblaient en bons termes avec les gardes, les appelaient par des surnoms et essayaient par des cajoleries de se faire passer des cigarettes par le trou d'espion de la porte. Les gardes aussi montraient envers les criminels ordinaires une certaine indulgence, même quand ils devaient les traiter durement. On parlait beaucoup des camps de travaux forcés, où de nombreux prisonniers s'attendaient à être envoyés. Tout allait très bien dans les camps, aussi longtemps que l'on avait de bonnes relations et que l'on connaissait les ficelles. Il y avait la corruption, le favoritisme et les dissipations de toutes sortes. Il y avait l'homosexualité et la prostitution. Il y avait même l'alcool, illicite, obtenu par la distillation des pommes de terre. On ne donnait les postes de confiance qu'aux criminels connus, spécialement aux gangsters et aux meurtriers qui formaient une sorte d'aristocratie. Toutes les besognes rebutantes étaient faites par les criminels politiques. Il y avait un va-et-vient constant de prisonniers de tout modèle, colporteurs de drogue, voleurs, bandits, vendeurs du marché noir, ivrognes, prostituées.
Quelques-uns des ivrognes étaient si violents que les autres prisonniers devaient s'unir pour les maîtriser. Une femme énorme, épave d'environ 60 ans, aux grandes mamelles ballottantes, aux épaisses boucles de cheveux blancs défaits, fut apportée hurlante et frappant du pied par 4 gardes qui la tenaient chacun par un bout. Ils lui arrachèrent les bottes avec lesquelles elle avait essayé de les frapper et la jetèrent dans le giron de Winston, qui en eut les fémurs presque brisés. La femme se redressa et les poursuivit de cris, de sales bâtards. Remarquant alors qu'elle était assise sur quelque chose qui n'était pas plat, elle glissa des genoux de Winston sur le banc. « Pardon, chérie, dit-elle, je me serais pas assise sur toi, c'est ces animaux qui m'ont mise là. Ils savent pas traiter les dames. Pas. » Elle s'arrêta, se tapota la poitrine et rôta. « Pardon, dit-elle, je suis pas tout à fait dans mon assiette. » Elle se pencha en avant et vomit copieusement sur le parquet. « Ça va mieux, dit-elle en se rejetant en arrière, les yeux fermés. Faut jamais garder ça, je te dis. Faut le sortir pendant que c'est comme frais sur l'estomac. » Elle reprenait vie. Elle se tourna pour jeter un autre regard à Winston et parut se toquer immédiatement de lui. Elle entoura l'épaule de Winston de son bras énorme et l'attira à elle, lui soufflant au visage une odeur de bière et de vomissure. « Comment que tu t'appelles, chérie ?» demanda-t-elle. « Smith, » répondit Winston. « Smith » répéta la femme. « Ça, c'est drôle. Je m'appelle Smith aussi. » « Eh bien, ajouta-t-elle avec sentiment, je pourrais être ta mère. » Elle pourrait être ma mère, pensa Winston. Elle avait à peu près l'âge et le physique voulu, et il était probable que les gens changeaient quelque peu après 20 ans de travaux forcés. Personne d'autre ne lui avait parlé. Les criminels ordinaires ignoraient dans une surprenante mesure les prisonniers du parti. Ils les appelaient les polites, avec une sorte de mépris indifférent. Les prisonniers du parti paraissaient terrifiés de parler à qui que ce soit, et surtout de se parler entre eux. Une fois seulement, alors que 2 membres du parti, 2 femmes, étaient serrées l'une contre l'autre sur le banc, il surprit dans le vacarme des voix quelques mots rapidement chuchotés, et en particulier une allusion à quelque chose appelé « salle 1 O1 », qu'il ne comprit pas. Il pouvait y avoir 2 ou 3 heures qu'on l'avait apporté là. La douleur sourde de son ventre était continuelle, mais parfois elle s'atténuait, parfois elle empirait, et le champ de sa pensée s'étendait ou se rétrécissait suivant le même rythme. Quand elle augmentait, il ne pensait qu'à la douleur elle-même et à son besoin de nourriture. Quand elle s'atténuait, il était pris de panique. Il y avait des moments où il imaginait ce qui devait lui arriver avec une telle intensité que son cœur battait au galop et que sa respiration s'arrêtait. Il sentait les coups de matraque sur ses épaules et de bottes ferrées sur ses tibias. Il se voyait lui-même rampant sur le sol et criant grâce de sa bouche aux dents cassées. Il pensait à peine à Julia. Il ne pouvait fixer son esprit sur elle. Il l'aimait et ne la trahirait pas, mais ce n'était qu'un fait, qu'il connaissait, comme il connaissait les règles de l'arithmétique. Il ne sentait aucun amour pour elle, et se demandait même à peine ce qu'elle devenait. Il pensait plus souvent à O'Brien, avec un espoir vacillant. O'Brien devait savoir qu'il avait été arrêté. La fraternité, avait-il dit, n'essayait jamais de sauver ses membres. Mais il y avait la lame de rasoir. On lui enverrait une lame de rasoir si on pouvait. Il y aurait peut-être 5 secondes avant que les gardes puissent se précipiter dans la cellule. La lame lui mordrait la chair avec une froideur brûlante, et les doigts même qui la tenaient seraient coupés jusqu'à l'os. Tout revenait à son corps malade, qui se recroquevillait en tremblant devant la moindre souffrance. Il n'était pas certain de pouvoir se servir de la lame de rasoir, même s'il en avait l'occasion. Il était plus naturel de vivre chaque moment en acceptant 10 minutes supplémentaires d'existence, même avec la certitude que la torture était au bout. Il essayait parfois de compter le nombre de carreaux de porcelaine des murs de la cellule. Cela aurait été facile, s'il n'en perdait toujours le compte à un point ou à un autre. Il se demandait plus souvent où et à quelle heure du jour il se trouvait. Parfois, il avait la certitude qu'il faisait grand jour au dehors. L'instant suivant, il était également certain qu'il faisait un noir d'encre. Il sentait instinctivement qu'en ce lieu la lumière ne serait jamais éteinte. C'était l'endroit où il n'y avait pas d'obscurité.
Il comprenait maintenant pourquoi O'Brien avait semblé connaître l'allusion. Au ministère de l'Amour, il n'y avait pas de fenêtre. Sa cellule pouvait être au cœur de l'édifice ou contre le mur extérieur. Elle pouvait se trouver 10 étages sous le sol ou 30 au-dessus. Il se déplaçait lui-même mentalement d'un lieu à un autre et essayait de déterminer par ses sensations s'il était haut perché dans l'air ou profondément enterré. Il y eut au dehors un piétinement de bottes. La porte d'acier s'ouvrit avec un son métallique. Un jeune officier, luisant de cuir verni, nette silhouette en uniforme noir dont le visage pâle, aux traits précis, était comme un masque de cire, entra rapidement. Il ordonna aux gardes d'amener le prisonnier qu'il conduisait. Le poète, en peu force, se traîna dans la cellule. La porte se referma avec le même bruit métallique. Il fit un ou deux mouvements incertains, à droite et à gauche, comme s'il pensait qu'il y eût une autre porte pour s'en aller. Puis il se mit à marcher dans la cellule de long en large. Il n'avait pas encore remarqué la présence de Winston. Ses yeux troubles étaient fixés sur le mur à 1 mètre environ au-dessus du niveau de la tête de Winston. Il n'avait pas de chaussures. Des orteils longs et sales passaient par les trous de ses chaussettes. Il y avait aussi plusieurs jours qu'il ne s'était rasé. Une barbe drue lui couvrait le visage jusqu'aux pommettes et lui donnait un air apache qui ne s'harmonisait pas avec sa grande carcasse faible et ses mouvements nerveux.